Bonjour, un nouveau numéro de La Santé en question, une émission devenue en un an la première émission de santé professionnelle en termes d'audience. Merci de votre fidélité. Santé 2030, le LEM, les entreprises du médicament, a décidé de publier en 2019 un instantané de ce que devrait être notre santé en 2030. Un pari toujours risqué, certes, mais au total, un résultat passionnant pour un professionnel de l'information, un travail impressionnant que j'ai voulu partager avec vous. Nos invités seront aujourd'hui trois acteurs majeurs de cette aventure. Frédéric Collet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du LEM, vous êtes aussi président de Novartis France, un des leaders de la recherche de nouvelles thérapeutiques. C'est bien le rôle du LEM de faire ce genre de travail? Ah oui, absolument. Et pour bien comprendre ça, je pense qu'il faut avoir en tête l'équation qu'on est en train d'essayer de résoudre. Aujourd'hui, l'équation, elle est simple, elle est très claire. On a une population qui est en train de croître de façon incroyable. Elle a doublé depuis les années 2000, depuis la fin du XXe siècle. Et d'ici la fin du siècle, elle aura encore doublé. Donc on a un effet démographique majeur. Deuxième élément, c'est qu'on a une capacité d'innovation qui aujourd'hui dépasse complètement la science. Elle est médicale, bien sûr, mais elle est totalement boostée par l'intelligence artificielle, par le digital. Et puis l'innovation est également dans le soin, dans le parcours de soins et dans l'accès. Et puis enfin, il y a un troisième facteur de l'équation qui est essentiel, c'est que nous avons en France un pacte social qui fait que nous disons que nous voulons que chacun d'entre nous soit traité de façon optimale, quelle que soit sa maladie, avec une spécificité qui est que plus nous sommes malades, plus nous sommes couverts. D'autres pays ont fait le choix inverse. Donc on a une belle équation, il est important qu'on s'en préoccupe tous ensemble. Alors c'est un travail colossal, je le répète, et indispensable. Est-ce que c'est parce que vous avez senti longtemps en avance le bouleversement de la société que vous avez entrepris ce travail? Alors on a un petit avantage, si je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans 10 ans, dans 12 ans, nous le savons, puisque nous le voyons sur nos paillasses. Notre métier, tous les jours, est de développer de nouveaux traitements. Certains d'entre eux seront des succès, d'autres peut-être n'aboutiront pas. Mais parmi les 10 000 essais cliniques qu'il y a dans le monde, aujourd'hui, nous voyons ces traitements de demain qui sont en train d'arriver. Et donc nous avons cette visibilité, puisqu'il faut à peu près 10 ans, 12 ans pour développer un nouveau traitement, une nouvelle molécule. Alors parler de 2030, c'est aussi prendre un pari sur l'évolution de la société. Vous avez imaginé plusieurs scénarios ou vous avez décidé d'être résolument positif? Alors d'abord, clairement, résolument positif. Et puis d'autre part, il y a forcément une notion de pari quand on se projette. On perd en précision, mais néanmoins, il y a un pari qui est lié à cette capacité d'innovation que nous avons et au fait que nous devons également intégrer que la médecine que nous pratiquons aujourd'hui changera complètement demain. Les métiers vont changer. On voit aujourd'hui, les médecins font de la téléconsultation, les pharmaciens commencent à prescrire, les infirmières elles-mêmes ont un rôle qui est nouveau. Donc, tout ça change et c'est un pari. Alors, une question un peu délicate. Quelle est votre objectivité pour tout ce qui concerne la thérapeutique dans cet ouvrage? On pourrait peut-être en douter compte tenu de vos intérêts. Oui, alors c'est intéressant parce que je ne sais pas typiquement si en 2030, le LEM continuera de s'appeler LEM. Nous ne serons peut-être plus des acteurs du médicament. Ça s'appellera comment? Ça sera peut-être les entreprises du soin. Ouais. Ce sera peut-être complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Objectivité, là. Mais l'objectivité, elle est claire, puisque nous avons travaillé avec un panel d'experts, de 30 experts dans leur sujet. Et encore une fois, ce que nous faisons là est une contribution. Il ne s'agit pas d'une liste, il ne s'agit pas d'un décret, c'est une contribution à la réflexion que nous devons avoir si nous voulons faire en sorte que tous les patients puissent bénéficier de ces traitements exceptionnels que nous développons aujourd'hui. Philippe Lamoureux, bonjour. Bonjour. Alors, je vous ai vu un peu bondir pendant la dernière question. Et bien évidemment, vous êtes directeur du LEM. C'est vous qui êtes à la tête de cette équipe qui a réalisé le travail. Donc, objectivité, on a compris. C'était plus compliqué que prévu? Ça n'a pas été compliqué, mais il a fallu faire des choix. On n'a pas pu aborder l'ensemble des aires thérapeutiques qu'on aurait souhaité. Il a fallu prendre ce qui nous paraissait le plus significatif, le plus lourd de transformation. Donc c'est ça qui a été compliqué. Ensuite, la mise en œuvre avec la qualité des experts avec lesquels nous avons travaillé n'a pas posé de difficultés majeures. Vous n'êtes pas donné des interdits? Aucun interdit. Chaque expert avait carte blanche et il a écrit en toute liberté ses convictions à partir de son savoir, de ses connaissances et de ses travaux. Comment ils ont été choisis, les intervenants?
On a choisi une trentaine d'experts qui étaient parmi les plus reconnus de la discipline, parfois l'expert français dans le domaine, parfois l'un des experts les plus reconnus. Et je crois que la qualité et le consensus se sont trouvés assez facilement autour des travaux. Alors, il fallait un de ces médecins sur le plateau aujourd'hui, un grand professeur de médecine qui représentera tous ceux qui ont participé à cet ouvrage. Nous avons choisi le professeur Gilles Vassal. Bonjour. Bonjour. Vous symbolisez parfaitement la richesse de nos patrons français. Vous êtes pédiatre, pharmacologue, professeur de cancérologie. Vous êtes spécialiste de la chimiothérapie. Vous consacrez vos travaux au développement de nouvelles thérapies pour les enfants et les adolescents. Nos téléspectateurs vous connaissent bien et ont eu l'occasion de découvrir votre humanité, mais aussi votre conviction et votre franc-parler. C'est important de participer à un travail collégial comme celui-ci ? Oui, c'est essentiel, c'est se projeter, c'est travailler avec des collègues en toute indépendance pour réellement apporter à l'ensemble de la société, à nos collègues et aux patients et aux citoyens cette vision de l'évolution de la prise en charge de la santé dans 30 ans. Donc, vous avez lu tout cet ouvrage ? Eh bien oui. Oui, je savais que vous l'auriez lu. Vous êtes d'accord avec toutes les prises de position ? De temps en temps, vous vous dites « Ah, il va peut-être un peu loin ». Chacun a apporté sa vision et j'ai découvert des choses dans des domaines qui ne sont pas les miens. Et je pense que l'intérêt, justement, c'est cette projection. Il n'est pas sûr que tout ce qui est écrit va arriver. Mais en tout cas, c'est un vrai travail de dire comment évolue notre système de santé, comment évolue notre façon de donner un accès égal à tous les patients à une meilleure prise en charge. Alors, comme on parle beaucoup de lien d'intérêt, je vous pose à vous aussi la question. Vous avez travaillé en toute indépendance ? En toute indépendance et je n'ai pas été rémunéré. Et il y a eu des arbitrages à faire pour des opinions divergentes ? Non, Philippe ? puisque la méthode de travail que nous avions choisie était vraiment de donner la parole à un expert par champ exploré et donc pas besoin de dégager de consensus particulier, ça a été assez simple en réalité. Alors Gilles, précisons que vous dirigez aussi la recherche clinique de Gustave Roussy. Vous copilotez le programme médecine de précision. Alors médecine de précision au passage, ça veut dire que la médecine est imprécise ? Non, la médecine s'améliore. Maintenant, on est capable d'apporter des traitements mieux adaptés à ce qu'est la tumeur d'un patient parce qu'on commence à mieux comprendre les altérations qui la caractérisent. Alors, cet ouvrage est impressionnant. Vous allez le découvrir tout au long de cette émission. Vous en pensez quoi, au résultat final ? Un résultat remarquable. Et encore une fois, on ne parle pas que du médicament. On parle vraiment de la santé et de la façon dont l'évolution va se passer dans les prochaines années, intégrant, comme l'a dit M. Collet, les innovations, l'intelligence artificielle, bref, une révolution en profondeur de la façon dont on traitera les patients. Oui, il faut bien préciser que ce n'est pas un guide des nouveaux médicaments, c'est vraiment tous les domaines de la médecine sur lesquels on parle sont là. Vous, c'est quel domaine qui vous a le plus surpris ? Le plus surpris ? Oui. D'abord, il y a les innovations de rupture. Et de la réflexion sur comment on va passer sur le plan financier, d'une tarification à l'activité à une prise en charge globale du parcours de soins. Avec un vrai enjeu, comment on fait en sorte que tous les patients en France auront accès à cela. Le médicament-service, c'est quelque chose qui vous a... J'ai découvert le médicament-service, qui est un concept intéressant, qui est un médicament, une façon de faire le diagnostic, le suivi et y compris l'évolution, qui se développe dans des domaines, comme par exemple la diabétologie. Et c'est un concept intéressant, on verra dans quel autre domaine ceci pourra être aussi efficace. Frédéric, vous avez dit que le LEM s'est senti la nécessité de faire cet ouvrage qui est pas sur le médicament. Est-ce que vous avez la trace d'une enquête similaire ? Non, pas similaire. Néanmoins, des travaux de prospective, il en existe dans différents sujets. Et quoi qu'il en soit, ce document, il a pour vocation d'être une contribution. Les choses évoluent de façon très singulière en termes d'innovation, et je l'ai dit, dans tous les domaines, et pas simplement médical et scientifique. Et donc, ce document, il a pour vocation à rassembler les énergies et les questions, même contradictoires, autour de ce sujet-là. Alors, pour ceux qui seraient intéressés par l'intégralité de ce travail, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site du LEM, rubrique Santé 2030. C'est vrai que je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup bluffé de voir la qualité de ce travail. Un objectif comme celui-là, ça demande un plan précis, Philippe ? Oui, absolument. Alors, je tiens à préciser que nous avons travaillé avec Futurible, qui est un think tank spécialisé dans la prospective sur ce sujet. Et le dossier, le document est construit sur 3 grands axes. Nous avons commencé par examiner quels sont les grands vecteurs d'innovation.
de l'épigénétique à la microfluidique, des thérapies cellulaires vers les data. La deuxième partie va balayer un certain nombre de pathologies que nous allons explorer, tant en termes de prévention, de diagnostic, de traitement et de suivi des patients. Et enfin, dans la partie finale, nous formulons un certain nombre de propositions pour mieux assumer l'arrivée de ces ruptures technologiques dans les années qui viennent. Alors, on ne va pas détailler les vecteurs d'innovation, ils méritent chacun une émission que l'on ne manquera pas de faire. Vous, Gilles, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, surpris, l'intelligence artificielle ou... L'intelligence artificielle, c'est un vrai outil qui va faire évoluer profondément la façon dont on prend en charge les patients, dont on fait de la recherche. Non, ce qui est tout à fait étonnant, c'est CRISPR-Cas9, qui est cette découverte en 2012 de ciseaux moléculaires. Ce ciseau moléculaire dont tout le monde parle. Absolument, une découverte par française par Emmanuel Charpentier, microbiologiste de l'Institut Pasteur, qui a découvert avec d'autres collègues ces ciseaux moléculaires qui sont devenus un outil maintenant quotidien pour les chercheurs, pour comprendre le rôle des gènes, et qui est en train de développer pour éventuellement avoir des thérapeutiques pour les maladies monogéniques. Vous, Philippe, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ce qui est fascinant quand on regarde ce rapport, c'est le rôle de la donnée, le poids de la donnée. Toutes les révolutions, ou une bonne partie des révolutions qu'on voit dans ce document provient du décryptage du génome. Et on voit bien que l'avenir, c'est la donnée, c'est comment on passe de la mise au point des médicaments in vitro à leur suivi in vivo. La donnée, ça va être un élément structurant pour l'avenir. Même question pour vous, Frédéric? Pour moi, le principal enjeu, en fait, plutôt que de parler d'innovation, et à travers ce document, j'aime mieux qu'on parle de promesse. Et quand on parle de promesse, on voit qu'elle pose deux questions, cette notion de promesse. Elle pose la question de la fiabilité de celui qui fait la promesse, et puis elle pose aussi la question de la mesure. Et toutes ces données que Philippe, d'ailleurs, vient d'évoquer, montrent à quel point la mesure des traitements, des soins qui seront pris en compte est importante. On s'imagine en 2008, c'est la même distance qui nous sépare de 2030. Gilles, est-ce qu'en 2008, on aurait pu prévoir l'onco-immunologie, les robots, l'intelligence artificielle, on en parlait déjà? Non. Quelques personnes, oui, mais pas le grand public. Ouais. Donc, ce qui donne de la crédibilité à votre travail. On parle en général moins des échecs que des succès. Il y a 10 ans, par exemple, on a annoncé avec beaucoup de bruit un traitement contre la maladie d'Alzheimer, et pour arriver au fiasco que l'on connaît aujourd'hui. C'est vrai. Et on parle beaucoup des succès, moins des échecs, qui représentent autant d'ailleurs d'investissements, d'efforts de recherche. Alzheimer est un très bon exemple. On sait que Alzheimer, c'est près de 900 000, une prévalence de près de 900 000 patients en France. Donc on imagine l'impact qu'un traitement sur Alzheimer pourrait avoir, positif pour les patients, mais également les questions que ça pourrait poser à l'horizon 2030. Et il était important que le patient soit présent dans cette enquête, Philippe? C'est structurant, tout ce travail est fait autour du patient, c'est lui qui est le fil rouge qui guide l'ensemble de la prospective, et d'ailleurs quand vous regardez ce document, la partie introductive est un balayage qui a été fait avec nos amis de Futurible sur les grandes tendances sociétales lourdes. Frédéric parlait du vieillissement de la population, on y parle aussi urbanisation, on y parle risques environnementaux et poids du contexte de vie des patients. Ils sont présents à chaque page de ce document. Ce document a été construit autour d'eux. Alors, vous avez identifié les facteurs de changement sociétaux d'innovation, mais une des originalités, c'est d'avoir imaginé les points de blocage probables. Ils sont nombreux, Frédéric. Les points de blocage, ils sont liés à l'équation que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire un effet volume qui va être de plus en plus important, une offre de solutions qui est elle aussi de plus importante, et comme l'évoquait Gilles tout à l'heure, des solutions qui sont de plus en plus pointues et individualisées, et en même temps la volonté que nous avons de l'offrir à chacun, de la sécuriser pour chacun. Et c'est ça le point de blocage principal. Et l'enjeu principal, il est de considérer la santé comme une ressource et comme quelque chose qu'il est nécessaire de ressourcer mieux et d'y apporter un meilleur soutien. Le chef de l'État a insisté récemment sur le fait qu'il était nécessaire de considérer le parcours de vie. Il ne parle pas de parcours de soins, il ne parle pas de traitement de la maladie, il parle du parcours de vie, et qu'il est nécessaire d'y apporter les bonnes ressources. C'est ça l'enjeu. Vous avez tous été appelés au LEM par tous les ministères disant c'est formidable ce que vous avez fait, on en veut un exemplaire, non? Eh bien, étonnamment, oui. Étonnamment, oui. C'est-à-dire que la base de ce travail,
c'était d'illustrer le fait que de matérialiser ce qu'allait être cette rupture, cette révolution thérapeutique. On en parle beaucoup. On n'avait pas d'éléments qui permettaient d'en identifier l'ampleur, la magnitude. Ce document permet véritablement d'en mesurer la profondeur, et ça a beaucoup intéressé nos partenaires institutionnels parce qu'effectivement, leur rôle, c'est de préparer l'avenir. Précisons que ce travail n'est pas un document promotionnel sur le médicament et son futur, mais une enquête qui aborde aussi bien le parcours santé que les questions que pose sa mise en place, ce qui ouvre la perspective de nombreux débats à venir. Alors pour illustrer les progrès thérapeutiques que l'on peut attendre en 2030, on va retrouver un des acteurs de cet ouvrage, et on commence en douceur pour vous, Gilles Vassal, puisqu'on reste dans votre domaine de compétences médicales quotidiennes. Nous sommes en effet en duplex avec le professeur Nicolas Girard, pneumologue, chef de service d'oncologie à l'Institut Curie à Paris. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François. Alors, Objectif 2030, c'est d'abord 3 révolutions et la première concerne les thérapies ciblées. Oui, les thérapies ciblées qui concernent un certain nombre de patients atteints de cancer bronchopulmonaire, ces patients qui ont une altération particulière qui va être possible de cibler avec des traitements souvent par comprimé avec une très bonne efficacité. Alors, ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que ces médicaments, malgré leur efficacité très importante, n'ont pas une efficacité qui est éternelle, et on s'aperçoit qu'il faut changer de médicaments relativement régulièrement chez ces patients parce que les tumeurs développent de nouvelles altérations, et donc en 2030 on aura probablement une succession de thérapies pour un patient donné avec un suivi moléculaire de ces altérations qui pourra se faire soit sur rebiopsie, c'est plutôt ce qu'on fait aujourd'hui, mais plutôt sur biopsie liquide, c'est-à-dire sur la recherche de ces anomalies sur une prise de sang. Est-ce que cela signifie que l'oncologie actuelle manque singulièrement de finesse ? Je ne sais pas si elle manque de finesse, en tout cas, on est vite limité, d'une part par le fait que certaines de ces altérations sont très rares et donc difficiles à identifier, puisque lorsqu'on a un patient sur 100, un patient sur 200 qui porte une anomalie, difficile de développer des médicaments de façon classique et donc difficile d'avoir accès à des médicaments qui pourtant pourraient être efficaces. Et puis manque de finesse peut-être en ligne plus avancée, lorsqu'on a épuisé la seule ou les 2-3 options que nous avons aujourd'hui pour ces patients, on a besoin finalement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Alors, deuxième révolution déjà largement commencée, l'immunothérapie. Elle va évoluer comment, cette immunothérapie, jusqu'en 2030 ? Aujourd'hui, on a des immunothérapies qui sont en train de s'intégrer dans les stratégies thérapeutiques à toutes les étapes, ligne avancée, première ligne chez les patients métastatiques, mais aussi en périopératoire chez des patients qui sont atteints de tumeurs pulmonaires de stade précoce. L'étape suivante, c'est de comprendre les mécanismes de résistance à l'immunothérapie, parce que là encore, ces immunothérapies fonctionnent très bien, souvent de façon très prolongée chez une proportion de patients, peut-être 20, 30, 40% des patients. Donc il y a la question des autres patients pour lesquels l'immunothérapie telle qu'on l'a fait aujourd'hui ne fonctionne pas suffisamment ou suffisamment longtemps. Donc comprendre pourquoi il y a des résistances primaires ou des résistances acquises, c'est-à-dire après une efficacité transitoire de ces traitements. Et je pense qu'en 2030, on sera dans cette situation où l'on pourra comprendre ces résistances, peut-être avec des plateformes d'immunomonitoring qui rentreront finalement dans la pratique clinique avec un testing comme on le fait aujourd'hui pour les mutations oncogéniques. Alors, troisième révolution, celle de l'organisation des soins médicaux. Est-ce que ça signifie que la tour d'argent de l'oncologue, c'est fini ? Je ne sais pas s'il y a une tour d'argent, déjà, mais on sera probablement dans une situation où un certain nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle seront validés et donc disponibles, et donc il y aura un outil probablement d'aide à la décision qui sera plus important et qui rentrera finalement dans une pratique qui sera encore plus partagé qu'aujourd'hui entre l'oncologue et le patient. Puis il y aura aussi les outils numériques pour le suivi finalement des patients. C'est des choses que l'on commence à voir et à se développer dans la pratique. Suivi, monitoring de symptômes avec le patient qui a une application, peut-être des objets connectés également à une application, ce qui va aussi transformer la façon dont on va conduire une consultation d'oncologie avec nos patients. Alors, en conclusion, vos objectifs en ce qui concerne le cancer du poumon, votre spécialité en 2030, bien évidemment.
Je pense qu'en 2030, on sera quand même dans une situation différente en termes de répartition des stades des cancers du poumon au diagnostic. Aujourd'hui, 60-70% des patients avec une tumeur avancée. Je pense qu'en 2030, on aura réussi à ce que le dépistage du cancer du poumon puisse être mis à disposition de nos concitoyens en France. Et donc, on observera probablement une proportion plus importante de tumeurs localisées, faisant l'objet d'un traitement curatif, peut-être avec des traitements périopératoires comme l'immunothérapie, mais la proportion de métastatiques, à mon sens, aura beaucoup diminué. Et ça va considérablement changer, bien entendu, les stratégies thérapeutiques de façon globale pour nos patients. Ajoutons que les Français, dans leur majorité, auront peut-être arrêté de fumer. Oui, on peut aussi l'espérer. Les politiques de lutte contre le tabagisme commencent à montrer leurs effets à nouveau et je pense que la diminution du tabagisme sera effectivement effective dans 10 ans, mais il faudra attendre encore 20 ans pour qu'on observe une réelle diminution de la part des cancers du poumon, notamment chez les femmes. Merci Nicolas. Gilles Vassal, bon, je suppose que vous êtes d'accord avec tout. Je résume: intensification de la prédiction, plateforme de suivi immunologique. C'est des choses que vous pratiquez, vous, quotidiennement dans votre métier. Oui, mais ce qu'a très bien dit Nicolas Girard, c'est que les tumeurs ont un génie évolutif, elles échappent au traitement. Et à l'heure actuelle, on commence à suivre l'évolution des tumeurs pour adapter les traitements. Il n'y aura pas un traitement magique pour tous les patients, il y aura une évolution des traitements proposés en fonction de ce que devient la tumeur, qu'on sera capable de mieux évaluer par l'imagerie, par la biologie moléculaire, par ces plateformes. Et c'est ça qui va changer profondément dans les 10 ans qui viennent, la façon dont on va prendre en charge les patients qui ont une tumeur maligne avancée. Alors, il parle aussi de diagnostic moins tardif. On ne parle pas encore de diagnostic précoce dans votre domaine. On parle de diagnostic précoce. Le dépistage du cancer du sein, c'est un diagnostic précoce. Il faut l'améliorer pour faire un dépistage. Ça, c'est pas une nouveauté. On en parle depuis... Mais oui, mais ça reste l'essentiel. Oui. Si on veut vraiment réduire la mortalité par cancer, il faut continuer à diagnostiquer tôt pour proposer les traitements les plus adaptés. La question, c'est de dire dépistage d'autres cancers, parce qu'on donne toujours l'emblème du cancer du sein, mais il faudrait qu'on puisse... Nicolas Girard a parlé du dépistage du cancer du poumon. Il y a des technologies à l'heure actuelle qui sont en train de se développer. Il y a un grand programme européen qui commence et on va savoir dans les prochaines années si on peut dépister le cancer du poumon. Alors, des traitements plus personnalisés, une prise en charge organisée en fonction des stades de la maladie ? Oui, et de façon plus précoce. Et encore une fois, il faut qu'on soit dans le prédictif. Il faut qu'on puisse prédire au mieux, d'où les algorithmes, d'où les big data, d'où l'intelligence artificielle, ce que cette tumeur chez ce patient ou cette patiente va devenir, pour anticiper et adapter les traitements à l'évolution naturelle de la tumeur. Donc l'oncologie devient une discipline plus précise, elle est entrée dans l'âge adulte ? Je ne sais pas si elle est dans l'âge adulte. C'est difficile de dire, je sais, mais elle devient plus précise. Mais non, mais on s'adapte beaucoup plus à ce qu'est la tumeur. Ouais. Avant, il y avait un cancer du sein, on analysait la lame histologique et on donnait de la chimiothérapie. Maintenant, on sait quel type de cancer du sein. Maintenant, on sait trouver des traitements beaucoup plus spécifiques que la chimiothérapie. Et demain, on sera capable d'adapter pour chaque patiente, quand le traitement n'est plus efficace, les traitements. Donc oui, on est plus précis, mais aussi on est plus efficace. Bien que pour le moment, ça ne concerne pas encore tous les patients. Oui, alors vous venez de prononcer le mot de patient, je voulais vous amener sur ce sujet-là, c'est des patients que vous allez traiter plus longtemps. La dénomination de patient, ça renvoie au mot passif. Là, avec ces nouveaux traitements, patients et médecins deviennent, je ne veux pas dire le mot, mais partenaires de soins. Mais absolument. Déjà, on a fait évoluer la notion de patient dans la recherche, où on protégeait le patient de la recherche, alors que maintenant il devient un partenaire de la recherche. Donc oui, le patient doit devenir un partenaire de sa prise en charge. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises aussi avec le patient. Frédéric, vous voulez ajouter un commentaire là, sur justement ce qu'on amène, par exemple, les thérapies orales. Je pense que le rôle du patient est en train de changer radicalement. Et de la même façon qu'on lui permet maintenant, grâce à ces innovations, d'être soigné chez lui, il faut également avoir en tête que ça amène à poser des nouvelles questions. Le patient, quand il est chez lui, est face à des arbitrages auxquels on n'était pas prévu, auxquels on n'était pas préparé. Et donc, le rôle du patient, s'occuper du patient, se préoccuper du patient, que nous sommes tous et que nous serons tous, il est essentiel, il est pour comprendre l'innovation qui doit avoir lieu dans le parcours de soins.
Est-ce que les cancers sont tellement différents que ce que l'on dit en général sur comment aborder le cancer, ça reste encore à démontrer dans plein de formes de cancer où on a moins de solutions? Là, on voit que le cancer du poumon, c'était une grande nouveauté de ces 10 dernières années. C'est quoi le bouleversement des 10 prochaines? Quel type de cancer? C'est ce qu'on appelle maintenant l'atlas immunologique des tumeurs, la nouvelle classification, parce qu'on va comprendre mieux ce que sont ces cancers, surtout différents d'un patient à l'autre. Et c'est ça qui va driver le développement des nouveaux médicaments, qui va driver, excusez-moi ce terme un peu anglais, la façon d'apporter des traitements plus efficaces, alors qu'on pourra suivre pour un patient donné l'évolution de sa tumeur. Les nouveaux outils digitaux sont fondamentaux pour ces stratégies? Ils sont absolument essentiels, puisqu'on va, et c'est tout l'enjeu, d'exploiter les milliards de data que nous générons quotidiennement en traitant les patients. Pas seulement dans la recherche, mais aussi au quotidien. Et il faut qu'on soit capable d'intégrer la biologie, l'imagerie et toutes les données d'anatomopathologie pour développer des algorithmes, développer des outils qui aideront le médecin à mieux traiter les patients. Le mot cancer du poumon était un diagnostic effroyable il y a encore peu. C'est l'apparition du mot espoir en cancérologie qu'on peut retenir, Philippe? On guérit déjà, ou on est en rémission pour de nombreux cancers, heureusement, mais c'est vrai que, mais Gilles Vassal l'a dit bien mieux que je ne suis capable de le dire, on va en oncologie passer de la confection au sur-mesure, c'est-à-dire qu'on va être capable de cibler beaucoup mieux et d'adapter les traitements au fil de l'eau. Donc effectivement, on va augmenter l'espoir sur ces pathologies en ajoutant, comme le disait Nicolas Girard, que la prévention et le dépistage précoce vont participer de cet espoir. Frédéric Collet, les nouveaux médicaments sont ahurissants depuis 5 ans en cancérologie. Vous êtes capable de maintenir la tendance ou ça va s'essouffler? Ah non, je pense que la tendance ne va faire que s'accroître. Que s'accroître? Et elle ne va faire que s'accélérer. C'est facile pour les médecins, hein? Non, ça va être compliqué, absolument. Et je lisais une étude récemment dans laquelle on disait que pour se tenir simplement informé de son aire thérapeutique spécifique, le chiffre vaut ce qu'il vaut, mais un médecin devrait être capable de lire 29 heures par jour, ce qui est beaucoup. Sauf s'il est exceptionnel, comme Gilles Vassal. Mais justement, et je rejoins ce que disait Gilles tout à l'heure, c'est-à-dire que ça montre à quel point il aura besoin, ce médecin, d'être accompagné, d'être assisté, de façon à s'assurer, d'une part, que le traitement donné au patient est le bon, et d'autre part, que le suivi du patient est optimisé. Et là, le digital, pas simplement l'intelligence artificielle, mais le digital va jouer un rôle capital. Alors se pose aussi le problème de votre indépendance. Gilles, vous faites de plus en plus de combinaisons de médicaments. Sont les médecins ou les firmes qui décident d'associer tout, surtout en cancérologie? Je prendrai 2 exemples, l'hématologie et l'oncologie pédiatrique, où on a associé les médicaments, nous, médecins, sans avoir du tout aucune indication ou aucune directive des industriels. Clairement, les industriels développent des essais, essayent d'améliorer les traitements, et il y a un moment donné où il faut poser des questions en recherche académique, qui sont des questions qui permettront de placer des nouveaux médicaments ou des nouvelles combinaisons dans la prise en charge des malades. Et vous gardez la main? On garde la main. C'est mieux en le disant. Philippe Lamoureux, la compétition entre les sociétés, ça freine pas la collaboration? La compétition, par définition, ça pousse plutôt vers le progrès. C'est un accélérateur. C'est-à-dire le fait que les entreprises on se partage un peu les aires thérapeutiques. On ne va pas chercher... Par contre, ce qui est certain, c'est que la collaboration dans un certain nombre d'aires thérapeutiques qui sont aujourd'hui des aires difficiles est un enjeu pour l'avenir. En particulier, on le voit bien dans Santé 2030, l'antibiorésistance est un sujet qui va demander une collaboration, pas seulement industrielle, mais y compris la collaboration publique-privée. Et je crois que ce qu'apporte Santé 2030, c'est aussi que Santé 2030 nous invite à décloisonner, parce qu'on est un petit peu parfois dans un cliché, avec d'un côté la recherche publique, de l'autre la recherche privée. En réalité, c'est la collaboration et l'échange entre ces 2 sphères qui va générer le progrès. Ma question sur la concurrence a fait bondir votre président, un commentaire? Oui, au-delà de ça, je suis absolument d'accord avec Philippe, c'est cette fertilité qui crée la dynamique, et je l'observe de façon particulière pour l'instant, au-delà du domaine médical et scientifique, dans le domaine de l'intelligence artificielle et du digital, qui est partout. Il y a quelque temps, c'était ce qu'on appelle en bon français un buzzword. Aujourd'hui, on voit que l'intelligence artificielle et le digital sont dans tous les domaines et tout au long de la chaîne, non seulement de développement, mais également de monitoring et de suivi du traitement. Et là, la fertilité vient de la dynamique et du fait que tout le monde s'y met et tout le monde se pose des questions. Une dernière question concernant l'oncologie. Les enfants, Gilles Vassal, toujours parents pauvres? Ça s'améliore,
Mais ça rebondit exactement sur la question que vous avez posée sur la concurrence. Il y a des domaines qui sont des champs pré-compétitifs, où clairement les industriels ne vont pas faire de bénéfices parce qu'il n'y a pas de marché. L'exemple de l'oncologie pédiatrique est un exemple. Et on commence maintenant à avoir des programmes qui associent les industriels, les académiques. On travaille avec les réglementaires et les parents pour considérer que développer l'innovation pour les enfants, c'est autrement que ce qui se passe chez l'adulte. Et c'est ensemble, de façon intelligente, que l'on peut réellement, dans les prochaines années, guérir plus et guérir mieux. Moi qui vous interviewe souvent, votre discours s'est un peu adouci. C'est l'âge ou c'est plutôt que les choses s'organisent mieux ? Il ne s'est pas adouci, il est toujours convaincu et il voit quand même que les choses évoluent parce que la notion de travailler ensemble, comme je le disais, industriels, réglementaires, académiques et parents, est en train réellement de devenir une réalité et pas simplement en Europe, mais aussi avec les États-Unis. Donc je reste confiant, je suis optimiste, mais je reste confiant, on va développer plus de traitements pour les enfants. Frédéric ? Et on a un exemple assez précis que Gilles Vassal connaît bien, dans le domaine de l'oncopédiatrie justement, où nous avons travaillé ensemble depuis 2 ans sur une plateforme avec des médecins experts en oncopédiatrie, des associations de patients, et on sait à quel point elles sont nombreuses et actives dans le domaine de l'oncopédiatrie, et des professionnels, et des laboratoires pharmaceutiques, pour arriver à un certain nombre de recommandations, et c'est cette collaboration qui est fructueuse. On avait évoqué ensemble les patients dans la rue, Gilles Vassal, à une période en disant il y a tellement de problèmes d'accès aux thérapeutiques ou aux soins qu'on va voir les patients dans la rue. Ça reste, compte tenu de tout ce qui s'est passé au printemps dernier, est-ce que ça reste quelque chose que l'on peut craindre ? Il faut que les patients soient informés, il faut que les patients puissent s'exprimer et il faut que les initiatives puissent aboutir à ce que ces patients aient accès au traitement. Oui, il faut qu'ils soient mobilisés. C'est le patient partenaire du soin qu'on évoquait tout à l'heure, partenaire de la recherche, partenaire du soin. C'est une vraie nouveauté. Comment ? C'est une vraie nouveauté de ces dernières années et c'est la tendance des 10 prochaines. C'était déjà vrai il y a une dizaine d'années et plus au moment de l'épidémie de sida et c'est en train de devenir. On dit le patient est au cœur de ce que nous faisons, mais nous le faisons avec le patient. Et à l'époque, on a vu le poids des associations de patients, effectivement, pour faire avancer les choses. Alors, pour permettre un accès durable et équitable des patients au traitement et aux solutions de santé de demain, l'étude du LEM a mis en exergue 10 transformations, 10 chapitres passionnants. Un commentaire, Philippe, on ne va pas en parler plus que ça aujourd'hui, mais c'est un élément fort de votre ouvrage. Oui, ce que montre bien, et c'est toute la logique du travail que nous avons mené, ces transformations, ces révolutions sur le plan scientifique vont arriver extrêmement rapidement. Elles vont constituer un véritable défi à relever pour notre système de santé parce qu'elles vont induire une transformation en profondeur du système. Et le travail que nous avons mené vise à inviter à cette transformation pour que le progrès thérapeutique ne soit pas une contrainte, mais bien une opportunité de modernisation de notre système de soins. Toutes ces innovations vont changer la vie des médecins ? Oui, et c'est intéressant parce que dans la liste de ces 10 recommandations, la première d'entre elles concerne l'accès plus précoce des patients au progrès thérapeutique à travers l'attractivité de la recherche clinique. Et donc, on montre à quel point le rôle des médecins et de la communauté médicale va être essentiel pour favoriser l'accès à ces innovations extraordinaires. Alors, Gilles, on a le choix encore, subir ou choisir la révolution thérapeutique ? Subir ou choisir la révolution thérapeutique. Non, c'est se mobiliser tous ensemble pour faire progresser. En n'oubliant pas que les médecins et les collègues qui nous écoutent, au quotidien, ils vivent des situations difficiles. Et c'est ça aussi que la vision que nous avons et que nous développons ici doit aussi prendre en compte le quotidien des médecins et le quotidien des patients en France. L'innovation n'est pas là pour leur compliquer la vie, mais pour, au contraire, leur améliorer leur pratique. On est d'accord. Tout à fait, mais il faut qu'il y ait des mesures qui soient concrètes pour eux. Ce qui n'est pas évident. Frédéric ? Maintenant, peut-être juste un commentaire. C'est que je pense que on parle d'innovation dans la science, on parle d'innovation dans le digital. Ce qu'il faut aussi aborder, c'est l'innovation dans les métiers. C'est-à-dire que les métiers vont se transformer. Je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement. Le métier du médecin va changer, le métier du pharmacien va changer, le métier des infirmières change. Et il est absolument essentiel qu'on se prépare aujourd'hui à cette transformation des métiers. Alors, la question qui se pose, et on arrive sur la fin de l'émission, c'est est-ce qu'on a les moyens de financer tous ces chantiers excitants ? Alors d'abord, la réponse politique, je vais vous faire une confidence, on a demandé à plusieurs hommes politiques spécialistes de la santé de participer à cette émission.
Au rythme des annulations, nous avons abandonné cette idée, alors que ces mêmes hommes politiques, faites-moi confiance, sont toujours gourmands de plateaux de télévision. Est-ce que ça signifie, Frédéric, que les politiques n'aiment pas trop parler de l'horizon 2030 en matière d'économie de santé, qui plus est avec des gens du LEM ? Alors, il y a deux questions dans la question. Oui. La première, c'est est-ce qu'ils aiment en parler ? Oui, bien sûr qu'ils aiment faire de la prospective. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays, la santé est devenue un enjeu stratégique. La santé est la première préoccupation des Français. Les politiques l'ont très très bien compris. Et ils veulent s'assurer qu'ils seront bien soignés de la même façon aujourd'hui et qu'ils auront accès à l'innovation demain. Donc les politiques l'ont très très bien compris. Par contre, cette fameuse équation que j'évoquais au début, ils l'ont également bien compris. C'est difficile d'assurer à une population croissante une innovation de plus en plus extraordinaire et de plus en plus individualisée, et en même temps de le faire en l'assurant à chacun fort et sur la base du fameux contrat social que nous avons en France et auquel nous sommes attachés. Maintenant, la deuxième question, c'était celui avec le LEM. Et là, j'en viens à cette question que j'évoquais tout à l'heure. L'enjeu de la réputation, il est essentiel. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de faire des promesses sans précédent. On ne parle plus d'innovation, on doit parler de promesses. Et plus la promesse est élevée, plus la réputation et plus la fiabilité de celui qui fait la promesse est importante. Et donc, il est absolument essentiel que l'environnement du médicament, les laboratoires pharmaceutiques en premier chef, continuent de travailler sur cette notion de réputation et qu'on sache également dédiaboliser quelquefois ce qui peut être dit sur notre environnement et accompagner cet environnement dans sa transformation, parce que la réputation est un enjeu stratégique. Et il faut que nous soyons en particulier capables de travailler avec cette communauté scientifique, et en France on sait à quel point elle est reconnue, à quel point elle est importante, de façon transparente, de façon simple, de façon fructueuse, sans mettre des barrières impossibles et quelquefois un peu absurdes. Bon, les problèmes ne sont pas plus avec les hommes de science, c'est plutôt avec la politique. Est-ce que, Gilles, vous pensez que nos hommes politiques sont à la hauteur de la promesse dont on parle ? Je ne répondrai pas à cette question. Je pense qu'ils se préoccupent de façon très honnête de la santé des patients, des citoyens français, de l'amélioration. Mais ils réfléchissent à vous donner les moyens justement pour financer cette évolution de la médecine. Ils ne sont pas quotidiennement dans mon bureau, donc je ne peux pas vous dire exactement. Oui, mais vous voyez bien le résultat. On parlait tout à l'heure de l'hôpital qui est une poudrière, Mais c'est ce que nous disions, il y a un vrai besoin de réforme en profondeur de la prise en charge de patients, du parcours de soins, y compris des hôpitaux, des déserts médicaux. Donc c'est un vrai sujet en profondeur dont on voit tout de même que les politiques s'en préoccupent, et c'est un des enjeux qui est clairement décrit dans le Santé 2030. C'est justement cet objectif 2030, vous le trouvez trop optimiste ou tout simplement conforme à des ambitions que devraient être des ambitions politico-économiques? Je ne parlais pas d'optimisme, je parle d'ambition. Je ne sais pas si 100% de ce qui est écrit pour 2030 arrivera, mais en tout cas, c'est les orientations vers lesquelles on va. Mais ça va nécessiter des décisions profondes. Alors, le médicament a souvent été l'objet de la part de tous les gouvernements, de droite ou de gauche d'ailleurs, d'économie plutôt que d'investissement. On a aujourd'hui des exemples très précis de perte de chance, en particulier en cancérologie, mais aussi dans le diabète, avec des prises de position franco-françaises d'isolation par rapport à l'EMA. Ça vous préoccupe, Frédéric ? Oui, ça me préoccupe. Tout ce qui, notamment dans l'environnement français, nous distingue et fait en sorte que nous ne soyons pas capables d'assurer la bonne mise à disposition du traitement auprès des patients, oui, ça me préoccupe, bien entendu. Gilles Vassal, perte de chance, c'est un sujet sur lequel vous êtes très mobilisé depuis quelque temps. À chaque congrès de cancérologie où on va ensemble, on arrive toujours à ce mot-là, perte de chance, perte de chance. Mais c'est la notion d'accélération qu'évoquait tout à l'heure Frédéric, qui est comment faisons-nous en sorte que l'innovation soit accessible le plus tôt possible, en particulier aux enfants, parce que quand cette innovation n'est pas développée, il y a une perte de chance potentielle. Oui, mais au-delà du constat, ça avance. Vous voyez parce que ça fait... Oui, je vous dis, ça fait 3-4 ans qu'on en parle, hein, vraiment de façon très précise, avec des angles très précis dans votre domaine. Vous voyez un mouvement qui se met en branle ? Les choses sont en train d'évoluer, en particulier aux États-Unis, en Europe. On n'y est pas encore. Les associations et les parents sont extrêmement
extrêmement mobilisés et on est en train de créer un nouveau momentum, une nouvelle dynamique. Mais il va falloir plus de science dans les 15 ans qui viennent pour trouver les nouveaux médicaments qui vont guérir mieux les enfants. Philippe, vous êtes l'homme qui est au contact des politiques, hein, c'est votre métier. La tendance est quand même plutôt économique à la création de nouveaux postes de dépenses, non? Oui, absolument. C'est vrai que le médicament a contribué assez fortement aux économies des dépenses de santé, hein. Je rappelle que nous représentons aujourd'hui à peu près 12% de la dépense et nous pesons plus de la moitié des économies année après année. Et c'est vrai que d'une certaine façon, on peut considérer que notre pays a désinvesti dans les industries de santé et que les positions de la France se sont plutôt affaiblies. Santé 2030, c'est un document, comme le disait Frédéric, extrêmement optimiste, mais dans les propositions que nous faisons, il y a un chemin critique et c'est un chemin critique exigeant. On ne pourra plus continuer à évaluer les médicaments du futur comme nous les évaluons aujourd'hui. Nous devrons être imaginatifs sur les modalités de financement de ces nouveaux produits, dont on dit à juste titre que ce sont des produits coûteux, mais les mécanismes existent. Il faut juste avoir la volonté de créer, de partager et d'innover ensemble. Frédéric? Oui, et je veux contribuer à ajouter à ce que dit Philippe, le fait que ces éléments-là, ils ont été intégrés en particulier dans la réflexion, je reviens à votre point sur les politiques, dans ce qu'on appelle le Conseil stratégique des industries de santé qui réunit le gouvernement et les industriels de santé, les acteurs de santé, les acteurs du soin, à peu près tous les 2-3 ans à l'invitation du Premier ministre. Mais parfois des promesses qui sont faites et qui ne sont pas tenues. Hein. Oui, et je veux dire que parmi les 40 mesures qui concernent le médicament aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui sont vraiment critiques. Et aujourd'hui, je pense qu'elles reflètent bien les éléments déjà qui sont dans Santé 2030. Si on croit à Santé 2030 et les promesses et les mesures du CSIS, on voit qu'elles sont déjà en train de se rapprocher. Donc il y a une vraie conscience, et je veux rester optimiste parce que je pense que ce dernier CSIS dont j'ai parlé est porteur de bonnes mesures et j'espère qu'elles arriveront à leur terme. J'espère qu'ils liront tous votre ouvrage parce que, par exemple, on vient de différer la dette de la Sécu à 2025 alors qu'on avait promis l'équilibre pour cette année. Donc, on peut dire qu'il y a encore du pain sur la planche. Bon, tous les sujets qu'on aborde sont autant d'émissions qui seraient passionnantes à faire, mais il faut qu'on avance et on va aller maintenant sur les moyens financiers. Alors, pour être complet, c'est la vision de l'économiste. Eh bien, ça tombe bien puisque nous sommes en duplex avec l'un d'entre eux. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour. Alors vous êtes en effet un de nos meilleurs économistes, plus particulièrement dans le domaine de la santé. Deux questions simples. Avons-nous les moyens de financer ce que l'on attend? Et face à ces innovations de notre système de santé qui arrivent, que pouvons-nous faire concrètement? Ça, c'est entre nos mains, mais vous avez déjà raison de rappeler que l'innovation, ça coûte cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations en santé. Il y a de l'innovation dans l'imagerie, les logiciels, la chirurgie, les médicaments, bien évidemment. On pense à l'oncologie, par exemple. Il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'arriver, qui coûtent cher. Et l'idée du contrat social français, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ces thérapies. Et donc, oui, ça demande évidemment des efforts, parce que cet argent, il faut le trouver pour respecter notre contrat social. Donc il faut à la fois faire des gains de productivité dans le système de santé pour être plus efficace. Et puis il faut aussi sans doute dérembourser des choses. On l'a fait là avec l'homéopathie. Moi j'ai soutenu ça parce que justement il faut qu'on retrouve un peu de moyens financiers pour être capable de rembourser, de payer toutes ces innovations qui parfois apportent des solutions pour des pathologies qui sont graves, voire très graves. Il faut qu'on soit capable de payer ça à tous les Français. Alors, il n'est pas interdit d'être inventif, comme les chercheurs. Quelles pourraient être les pistes? Alors, pour moi, la principale piste aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer ce qu'on appelle le parcours de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de partage de données, au fond, entre l'hôpital, la médecine de ville, même les laboratoires pharmaceutiques. L'économie du XXIe siècle, elle a une efficacité qui est beaucoup basée sur les données, sur l'utilisation de ces datas. Et ça, il faut être capable de les utiliser. Aujourd'hui, il y a très peu d'interopérabilité entre les différents acteurs. Et c'est nul, parce que du coup, on fait de la rétention de gains de productivité. Et donc, ça coûte plus cher. Et en plus, on a un service qui est moins bon que ce qui pourrait être pour le patient. Alors, la régulation économique n'a jamais été aussi forte. Conséquence, un allongement sans précédent de la durée d'accès aux médicaments innovants. Dans les années à venir, on aura un même type de régulation où on peut attendre de la part des politiques de l'innovation dans ce domaine? Ça dépend de nous, c'est-à-dire que, là encore, il faut qu'on fasse de la pédagogie. C'est sûr que la politique de baisse des prix des médicaments, elle est pas bonne économiquement, mais elle est bonne politiquement.
Voilà, parce que les gens qu'on baisse les prix des médicaments, ils s'en moquent, et puis les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas une image extraordinaire dans les pays développés aujourd'hui. Et encore, en France, c'est pas le pire. Hein. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est pire. On sait bien que c'est pas une bonne politique. On sait bien que baisser les prix des médicaments, c'est pas durable, ça a plein d'effets pervers, c'est pas bon pour l'innovation. En fait, on sacrifie un peu l'avenir d'une certaine façon. Donc, il faut sortir de ça. Et voilà. Et ça passe par des explications. Il faut expliquer aux gens que baisser les prix des médicaments, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ça peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de santé. Que en plus, vous avez tout à fait raison, ça peut générer des effets pervers qui se retournent contre les gens eux-mêmes. Y a-t-il un modèle économique à l'étranger qui vous paraît aller dans le bon sens ? Non, il n'y a aucun modèle économique optimal à l'étranger. Sur ce sujet de la santé, tous les pays essaient des choses, se cherchent. Je prends les questions de rémunération, par exemple. Les pays qui sont à la T2A essaient d'en sortir progressivement. Les pays qui n'y sont pas essaient d'y rentrer progressivement. Vous savez, la santé, c'est compliqué, puisqu'il y a de l'innovation et en même temps, il faut faire respecter de l'équité. Donc, c'est équité, efficacité, en même temps, avec des opinions publiques qui considèrent que la santé, c'est très important. En France, c'est un sanctuaire. Hein. C'est vraiment considéré comme un sanctuaire, autant que, si ce n'est plus que l'éducation, par exemple. Donc, tous les pays se cherchent. En France, on n'a pas besoin de révolution. Le système de santé fonctionne pas mal, mais on a besoin d'évolution pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Pour finir, votre sentiment personnel sur nos capacités économiques ? Elles se sont un peu dégradées ces dernières années, parce que l'économie française s'est un peu dévitalisée. Bon, les choses là vont un peu mieux, on a un chômage qui baisse assez rapidement, on voit que les entreprises investissent beaucoup, donc ça c'est très important. Le vrai problème qu'on a, notamment dans le système de santé, c'est qu'on a toujours un problème d'argent public. On a un endettement public très important, on a des déficits publics qui sont importants, c'est les déficits publics qui expliquent l'endettement public, et ça on n'arrive pas à en sortir parce qu'on ne fait pas de réforme de l'État, on ne fait pas de réforme de la fonction publique, parce qu'on juge que c'est trop compliqué, trop coûteux politiquement. Voilà, donc il faudra changer ça pour qu'on puisse redégager des marges de manœuvre, parce que là encore, l'idée, c'est pas d'être punitif. L'idée, c'est de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir les investir intelligemment dans la santé, dans l'éducation, dans la police, que sais-je, tout ce qu'on veut. Mais voilà, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est pas de faire moins, c'est de réarmer la fronde, c'est de retrouver des marges de manœuvre, par exemple, pour soulager la situation des personnels hospitaliers, qui objectivement est une situation qui est aujourd'hui compliquée. Mais dans l'hôpital, on a besoin d'avoir un peu plus d'argent, c'est clair, mais on a besoin aussi de s'organiser autrement. Merci Nicolas Bouzou. Alors je vais retenir quelques mots. La santé, c'est compliqué, complexe, en raison de notre contrat social, équité, efficacité. Philippe, quel est votre commentaire ? C'est documenté depuis très longtemps. On sait que la santé, c'est un bien supérieur, donc, et que nos concitoyens sont extrêmement attachés. Après, Nicolas Bouzou l'a très bien expliqué. Le progrès thérapeutique, l'innovation, c'est un coût, mais c'est aussi une formidable opportunité pour introduire plus d'efficience dans le système de soins. La difficulté, c'est que nous avons un système en France qui restitue difficilement les gains d'efficience et qui s'adapte assez mal à l'intégration du progrès thérapeutique. Je vais prendre un exemple pour être concret. On guérit désormais l'hépatite C grâce au traitement médicamenteux. Il serait intéressant de voir comment le système de soins s'est adapté, s'est transformé. Moi, je suis absolument persuadé que le système français n'a pas restitué les gains d'efficience permis par l'innovation thérapeutique, alors que les moyens qu'on aurait pu utilement dégager auraient pu servir ailleurs à financer d'autres besoins dans le système de santé. Gain de productivité sur le médicament des remboursements, qu'est-ce que dit le président du LEM ? D'abord, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans ce qu'a dit Nicolas, il a évoqué plusieurs fois, je crois 4 ou 5 fois au moins, le terme d'investissement. Et j'ai entendu récemment la ministre évoquer également le fait qu'il fallait considérer la santé comme un environnement d'investissement. Il faut investir dans la santé pour assurer la disponibilité de ces traitements et de ces soins exceptionnels pour les patients. C'est surtout ça que je retiens de son intervention. Gilles, pas de révolution parce que la santé en France est un sanctuaire ? Encore une fois, il ne s'agit pas de révolution, mais une évolution profonde. Si on veut que... À l'hôpital, on n'est pas loin de la révolution quand même.
Non, mais ça, c'est autre chose. Il y a des vrais soucis au quotidien majeurs pour les professionnels de santé à l'hôpital. Mais de façon globale, il faut faire évoluer avec des nouvelles approches notre façon de traiter les patients pour exactement dire ce que vient de dire M. Bouzou, c'est-à-dire gain de productivité, amélioration de l'efficience, utilisation des nouveaux outils. Ça, c'est en grande partie aussi un rôle des médecins d'améliorer le parcours de soins. Hein, c'est un rôle de tout le monde. Encore une fois, il n'y a pas les coupables d'un côté et les pas coupables de l'autre. C'est un vrai travail ensemble. Mais la difficulté, c'est que ça ne va pas se faire en 12 mois. Et c'est là où il faut investir et faire en sorte qu'on est sur les bonnes directions de façon à ce que ceci survienne dans les 10 ans. Et 10 ans, ce ne sera pas trop peu pour changer en profondeur le système de soins. Bon, je suis sûr que tous les trois, vous n'avez pas vu le temps passer, mais on arrive à la conclusion de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger l'intégralité de ce document sur le site du LEM. Il faut vraiment y aller parce que c'est vraiment un document formidable. Je l'ai là, je l'ai lu et je compte bien que vous le lisiez aussi. C'est le moment de conclure. Alors, on va commencer avec vous, Gilles. La progression ahurissante de l'informatique, la relativité des prédictions. Il y a un gap entre ce que les étudiants de 6e année de médecine apprennent et la médecine qu'ils vont pratiquer. Oui, bien sûr. Et non seulement sur ces innovations, mais aussi c'est toute la compréhension du système de soins. Il faut que le médecin de demain soit vraiment une formation telle qui comprend tous les enjeux. Parce que comme vous le disiez très bien, le médecin est aussi un acteur de l'évolution et de la transformation en profondeur du système de soins. Et on n'est pas éduqués sur ce domaine. D'ailleurs, pas plus pour eux que nous, notre époque. Quand on sait que... Moi, quand j'ai fait mes études, l'échographie n'existait pas, donc, et je ne suis pas si vieux que ça, ça a fallu s'adapter à ça. Donc, c'est pas nouveau le phénomène, mais là, c'est quand même un petit peu plus accéléré. Bah oui, mais en même temps, ils sont non seulement accélérés, parce que le champ des nouveautés, c'est amplifié de façon conséquente. L'échographie, le scanner n'existait pas quand vous étiez à l'hôpital, et maintenant, la prise en charge au quotidien est beaucoup plus complexe que ce que c'était à votre époque. Et à l'époque, on nous disait que c'était un enjeu économique impossible, donc ça prouve qu'on a pu... Mais en même temps, on traite mieux aujourd'hui qu'à votre époque. Oui, peut-être que je suis encore en train de traiter, donc... Quand vous étiez plus jeune. D'accord. Alors, il faut aussi se mettre à la place des médecins généralistes qui nous regardent, hein. Ils sont sans doute très intéressés, comprendre la difficulté que représente cette science et sa vitesse d'évolution. Tous ces médecins ne sont pas à Curie ni à l'IGR. Philippe, commentaire ? C'est un enjeu majeur parce qu'effectivement, ce qu'on a bien décrit depuis le début de nos échanges, c'est qu'il va y avoir une efflorescence d'innovation et la problématique pour chaque médecin, c'est comment garantir à mon patient le meilleur traitement possible au vu de sa pathologie et de son état. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, le digital, le numérique, peuvent sans doute aider à démultiplier la connaissance. Santé 2030 participe du même effort. Il n'y a pas un seul avenir, Frédéric, mais plusieurs futurs à préparer. J'aime bien cette formule. Oui, c'est magnifique, mais effectivement, ce qui est... Ce document, ce n'est pas une feuille de route. Ce document est une contribution à la réflexion. Et vraiment, je vous invite à le lire. Il est exceptionnel. Torturez-le, dites-nous que nous avons tort, mais surtout, ce document est une contribution. Et moi, s'il y avait un terme que je retiendrais, un seul, c'est celui de promesse. En disant, voilà la promesse vers laquelle nous tendons. Et elle nous pose autant de questions que celles que nous avons évoquées. D'abord, en commençant par quel sera le rôle du patient, quel sera le parcours de soins du patient, quelles seront l'évolution des métiers, quelle organisation nous devons mettre en place. Et puis enfin, je reviens sur ce dernier sujet qui est sensible, celui qui fait la promesse et donc la fiabilité de celui qui l'a fait. Et donc, c'est un enjeu collectif que nous portons. Ben voilà, c'est une belle conclusion. Moi, j'ajouterai le mot optimisme, hein, parce que vous êtes tous optimistes, et ça fait plaisir. Cette émission se termine. Merci à nos invités. Alors, bien évidemment, lorsqu'on voit ce document imprimé, on comprend qu'on n'a pas pu tout aborder, mais patience. Je vous promets un rendez-vous régulier dans les mois à venir pour passer en revue et en détail ces époustouflantes nouveautés qui nous tendent les bras, si nous savons les saisir. À bientôt pour une nouvelle émission. En attendant, portez-vous bien.